Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, on commence en beauté cette nouvelle saison des Chroniques du Hérisson puisque j'ai l'honneur d'être en présence d'une star du web, Vincent Verza, peut-être plus connu par les aficionados des réseaux par le nom de sa chaîne YouTube Partager c'est sympa. Bonjour Vincent Verza. Bonjour. Et merci de nous donner un petit peu de ton temps, que j'imagine précieux. Alors en quelques mots brefs, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer Partager c'est sympa, qu'est-ce que c'est ? Et éventuellement, toi, Vincent Verza, comment t'en es arrivé là ? Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Alors, Partager sympa, donc c'est avant tout une chaîne YouTube qui a 310 000 abonnés. C'est aussi un compte Instagram qui a 130 000 abonnés et une page Facebook qui en a 400 000. Donc, cette quantité de gens, cette communauté s'est rassemblée au long de 8 années de service. En fait, ça fait 8 ans que je fais des vidéos face caméra pour essayer d'expliquer les enjeux écologiques, sociaux, politiques, économiques les plus présents et surtout donner à voir les luttes qui sont menées pour amener plus de justice, pour créer un monde plus durable. Et donc, aujourd'hui, je dirais que Partager c'est sympa, c'est surtout des formats d'une vingtaine de minutes qui sont souvent des enquêtes de terrain en lien avec une grande mobilisation. Et du coup, j'explique les enjeux de cette mobilisation, les tenants et aboutissants de tel ou tel projet destructeur du vivant. Et je montre les personnes qui mènent la lutte. Et voilà, mais ça fait bien de la vue sur Internet, comme on dit. Ça marche. Ah oui, tout à fait. Il y a du monde qui les regarde. Et c'est bien, parce que le but de ces vidéos, c'est vraiment d'encourager les gens à passer à l'action derrière. Donc, plus ils sont regardés, plus il y a de gens qui se bougent. Et du coup, tu te considères plus comme un média d'information ? Tu informes les gens sur les luttes ou tu participes à ces luttes ? Tu es un activiste aussi ? Je pense qu'on peut réussir à faire les deux. Dans ma situation, je fais très attention à, par exemple, toujours écouter et connaître les arguments en faveur de tel ou tel projet. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'on veut agrandir le port de La Rochelle. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'on fait des méga-bassines. Du coup, de cette compréhension-là, j'ai envie de l'expliquer aux gens et expliquer du coup pourquoi est-ce que d'autres y sont opposés. Avoir finalement l'intégralité de l'information. Et ça, c'est un travail de journalisme, connaître les tenants et aboutissants sans se voiler la face complètement. Là où finalement un travail 100% militant, que je connais bien aussi, parce que j'ai pu le faire en tant que vidéaste avant de faire ma chaîne YouTube, c'est simplement de donner les éléments qui sont en faveur de ce en quoi tu crois, mais pas les éléments complets sur le dossier. Donc moi, j'essaie de faire ça dans mes vidéos, de donner tous les éléments. Et par contre, pour moi, on est dans une situation catastrophique d'un point de vue du climat, d'un point de vue de la biodiversité. Et il y a une urgence absolue à ce qu'on s'engage. Et il y a des gens qui ont besoin de faire entendre leur voix, qui ont besoin de faire connaître leur lutte. Et il y a plein de gens qui ont envie de s'engager. Donc, je n'ai pas de problème à faire ce que, en l'occurrence, un journaliste classique ne ferait pas, c'est-à-dire dire, en fait, la prochaine mobilisation a lieu à telle date. Voilà le site internet pour les infos. Voilà comment la rejoindre. Voilà, ça c'est la limite un petit peu qui n'est pas franchie en général. Et à ton avis, quelle place elles ont aujourd'hui dans notre société, ces luttes ? Quelle place elles ont dans l'esprit de ceux qui les mènent ? Quelle place elles devraient avoir aussi ? Parce que tu documentes des luttes un peu musclées, où il y a beaucoup d'actions, on va dire. Est-ce que c'est l'avenir du combat écologiste, ça ? Ou est-ce que c'est un petit peu l'énergie du désespoir d'en arriver là ? Je pense qu'effectivement, il y a une part de tactiques qui sont imposées par un horizon qui est bouché. L'exemple de la 69 est typique. La première mobilisation que j'ai filmée sur la 69, il n'y avait aucun policier. C'était super joyeux. Et en fait, si à ce moment-là, la lutte avait obtenu un moratoire, c'est-à-dire juste on s'arrête et on réfléchit si oui ou non on veut vraiment cette autoroute, plutôt que faire le forcing en avant,
en fait, la lutte serait restée de cette manière-là, serait restée super joyeuse. Et j'étais, pas plus tard que la semaine dernière, à un rassemblement du collectif Nouvial qui défend du coup la NARS de Nouvial dans le Cantal, contre un projet de carrière de diatomite. C'était juste un événement festif, en fait. Le chantier n'a pas commencé, il y a un dialogue super bon avec les acteurs locaux, et il y a simplement cette multinationale Imerys qui veut défoncer la NARS pour y faire une carrière. Et donc en fait, les modalités des mobilisations, des luttes que je filme, sont souvent la conséquence d'une écoute ou non des acteurs qui ont de la puissance sur les projets, en fait. Que ce soit des acteurs politiques ou des acteurs économiques. Donc derrière, moi je pense que si on ne mène pas des luttes aujourd'hui, c'est difficile de penser que le système actuel va nous emmener quelque part de serein et de durable. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une accélération dans le mur. Donc pour moi, la lutte, c'est effectivement un espoir de ralentir cette accélération, voire même de préserver des lieux qui le sont encore. Des confettis, hein, les naturalistes le savent très bien, c'est des confettis qui restent. Mais il y a besoin, je pense, de lutter pour ces confettis, parce que ces confettis peuvent faire tache d'huile si on les préserve suffisamment. Et après ça a simplement du sens. En tout cas, moi, c'est toujours ce qui m'anime. La vie n'a pas de sens en soi, on décide de lui donner un sens ou non. Pour moi, ça a du sens d'essayer de préserver les conditions de la vie sur Terre et d'essayer de créer un monde plus juste. Donc, c'est là qu'est ma place, et je pense qu'il y a plein de gens qui se mobilisent aussi pour ça. On peut presque parler de raisons identitaires, c'est-à-dire que ça te permet de trouver une identité aussi, quoi. Mais justement, du coup, comment on en est arrivé là quelque part? Parce qu'on est quand même, théoriquement en tout cas, dans un pays démocratique. On devrait, encore une fois théoriquement, ne pas avoir à se battre avec les CRS, à tomber dans des actions aussi fortes pour se faire entendre. Est-ce que du coup on peut considérer que la négociation, la conciliation, se mettre autour d'une table et discuter, de faire des compromis, ça a échoué? Je pense que ça a échoué dans la mesure où on n'est pas sur un pied d'égalité. La Convention citoyenne a merveilleusement fonctionné d'un point de vue de prouver que tu prends des gens tirés au sort, tu leur donnes les informations nécessaires, ils viennent avec des solutions qui font quasiment l'unanimité dans une assemblée qui est hyper diverse, en fait. Ça a fonctionné. Ce qui a échoué derrière, c'est que c'est la 5e République et le président, il fait ce qu'il veut. Et on le voit bien encore cette semaine, le président fait absolument ce qu'il veut. Donc, on est sur un échec effectivement de la 5e République. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un échec de la démocratie, parce qu'en fait, ça c'est juste une forme de la démocratie qu'on expérimente. En l'occurrence, c'est la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on délègue tout notre pouvoir à des représentants. Moi, j'ai effectivement l'espoir, je suis vraiment pas le seul, que notre sursaut et notre capacité à faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui va reposer entre autres sur un renouveau démocratique, sur une construction d'espace dans lequel on arrive à prendre des décisions ensemble et que ces décisions s'appliquent. C'est ça là où le bas blesse pour le moment. Clairement, il y a des passages en force qui ont lieu, notamment du monde économique. Il y a énormément de pans de l'économie qui savent très bien que leur business model est sur la fin. Et du coup, ils n'ont rien à perdre. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que tout l'argent qu'ils tirent aujourd'hui vient de quelque chose qui ne peut pas être durable. Total en est un bon exemple. En fait, Total ne sera jamais un allié de notre lutte. Total va toujours faire à la marge des énergies renouvelables, parce que jamais des énergies renouvelables ne leur rapportera autant de thunes, et ils ont tout intérêt à sortir jusqu'au dernier baril. Donc... Mais ils ont tout intérêt aussi à vivre sur une planète qui tient la route, où les conditions de vie sont durables. Alors pourquoi ils sont... Parce qu'ils sont terrifiés. Ils connaissent ce monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Ils connaissent pas le monde d'après. Et ils ont raison de penser que le monde d'après, ils seront pas dans la même position de pouvoir. Ils n'auront pas autant de richesses. Ils pourront pas prendre l'avion autant. Ils pourront pas avoir le même modèle économique. Ils devront changer énormément de choses. Et c'est bien ce qu'on voit là aujourd'hui, s'il n'y a pas de Premier ministre du nouveau Front Populaire, c'est parce qu'ils sont terrifiés de qu'est-ce que ça pourrait faire d'appliquer le programme. Et ils préfèrent du coup tout empêcher pour que ça ait lieu, quoi. Empêcher que ça se réalise. Même si c'est pas démocratique d'empêcher que ça se réalise. Donc pour moi, ils sont terrifiés, et encore une fois, je veux dire, on est dans un monde inégalitaire. Et les personnes qui sont aujourd'hui au sommet de cette hiérarchie ont les moyens de perdurer dans un monde qui s'effondre. Ils le préparent.
Et, Ils ont moins à perdre que nous, finalement. Enfin, que mais énormément. Ça va avec une forme de déshumanisation, de promouvoir la destruction des habitats, de ne penser plus qu'en chiffres. En fait, on n'est plus connecté avec les gens qui vivent sur cette planète et surtout les non-humains, ça on s'en fout complètement, quoi. Donc effectivement, je pense que ces personnes-là, par contre, pour avoir déjà eu l'occasion de temps en temps de discuter avec elles et eux, renvoient totalement la balle à l'État. Elles vont dire non mais si on nous contraignait, nous on ferait les choses pour lesquelles on est contraint. Ou aux individus, s'ils n'achetaient pas ce qu'on produit, on les produirait plus. Voilà, exactement. Donc on renvoie la balle évidemment, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'aspiration comme de quelqu'un qui saurait être un danger pour le grand public et qui demanderait à ce qu'on l'empêche de nuire, quoi. Il y a de temps en temps cette sorte de musique-là qui est jouée. Et évidemment, ce qu'on sait très bien, c'est qu'ils font tout derrière pour que l'État ne les contraigne pas. Et en fait, eux, c'est l'État, souvent. Alors, tout ce que tu me dis là, ça m'inspire le fait que l'activisme écologiste, l'activisme, on va dire, on va oser le mot radical, quelle que soit la définition qu'on donne à ce terme, permet aux défenseurs de l'environnement en fait, d'avoir plus de force, d'avoir plus de poids, plus de capacité d'action, et d'aller donc ensuite à la table des négociations de manière un peu plus égalitaire. Un peu comme le font finalement les syndicats dans le monde du travail. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que l'activisme écologiste, c'est le syndicat du vivant ? Alors, je connais finalement pas suffisamment le monde syndical pour pouvoir faire cette comparaison en étant sûr de moi. Je pense qu'on a besoin d'activisme pour défendre toutes les parts du vivant qui n'ont pas de parole et qui ne sont pas dans notre monde. Ça très clairement, et je pense que c'est vraiment ce qui se joue notamment, tu vois, sur un chantier sur la 69. En fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a énormément de routes en France qui ont été construites illégalement. C'est-à-dire que la justice rend la décision et dit cette route n'aurait pas dû être construite parce qu'elle s'est faite sur une zone humide, parce qu'elle a traversé tel ou tel territoire, parce qu'il n'y a pas eu de compensation, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête publique faite dans les règles de l'art, parce que voilà. En fait, il y a plein de raisons qui font que ces constructions sont illégales. Donc, pourquoi est-ce qu'on est... Pour moi, je trouve pas ça radical que d'occuper un arbre en se disant mais en fait je sais que cette destruction de cet arbre ne va pas être légale en fait. Donc moi je vais l'occuper pour les empêcher de le faire. La justice est trop lente pour les empêcher tout de suite de le faire, mais elle va leur donner raison en fait par la suite. Et la 69 c'est ça, il y a des recours en fait qui sont en cours et Darmanin continue de mentir là-dessus en disant tous les recours ont été épuisés, il n'y a rien du tout. Donc pour moi, en fait, je trouve pas ça très radical, à vrai dire, ce qui se passe en France. Ce que je trouve radical, c'est effectivement la répression qui tombe sur les militants. Mais ça se joue à l'échelle mondiale. En fait, on a un système qui se durcit, qui sait qu'il est sur sa fin, qui a assez peu de perspectives d'avenir. La croissance, elle reprend pas. Elle ne reprendra plus. Or, c'est un système qui fonctionne sur une croissance. Du coup, on se rigidifie et on tape sur ceux qui essayent d'accélérer finalement le fait de changement de système. Et là, on le voit bien aux États-Unis où des personnes ont pris la prison ferme pour s'être accrochées au-dessus d'une autoroute, quoi. 5 ans de prison ferme. Donc, évidemment, c'est disproportionné, quoi. Et toi-même, d'ailleurs, tu as été mis en cause quand tu as filmé une action de militants qui ont décroché des tableaux d'Emmanuel Macron. Je crois que le procès n'est pas encore terminé, si ? Si, tout à fait, et j'ai été relaxé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je filmais une action de décrochage de portrait, qui est du coup une action totalement symbolique, parce que la valeur du portrait, c'est 8,50 €, je crois. Et mes crimes de lèse-majesté, évidemment. Et du coup, le procureur de la République a décidé de me mettre dans le même sac que les activistes et de dire « Allez, tout cela, ça part en garde à vue, 8 heures, c'était très long et c'est vraiment désagréable. » Et à l'issue duquel j'ai pu justement dire en fait là je fais un travail d'information, si vous commencez à condamner des personnes qui couvrent une action, on est où en fait? Et j'ai été relaxé effectivement. Mais derrière, évidemment, la question que posaient ces activistes, c'est mais est-ce qu'on a envie de faire un procès pour des tableaux ou est-ce qu'on a envie de faire un procès pour inaction climatique? Et en l'occurrence, depuis, l'État a été condamné à multiples reprises pour inaction climatique. Et ça n'avance pas plus vite. Et c'est là où, quelque part, ça pose la question des stratégies, parce que, à la fois, le recours légal est ce qui nous permet le plus de remporter définitivement des victoires. Lorsque la justice tranche que ce projet ne peut pas avoir lieu, c'est vraiment difficile de le passer en force quand même. Mais maintenant, c'est très long, c'est très lent. Et en plus, il y a des fois où en fait, on perd en justice, alors que l'histoire nous donnera raison, je pense.
Alors, tout à l'heure, tu as tiqué quand j'ai employé le mot radical. Toi, tu ne dirais pas qu'aujourd'hui, le militantisme, du coup, se radicalise, comme on l'entend souvent, quelle que soit, encore une fois, la définition qu'on peut donner à ce mot, parce que finalement, radicaliser, radical, c'est la racine, donc c'est revenir à la racine du problème, peut-être, non ? Ouais, alors j'aime bien cette passion pour l'étymologie. Après, je pense que les mots ont un sens commun. Et je sais que le sens commun, une personne radicalisée, c'est une personne qui n'est plus dans l'écoute, qui est dans son idéologie, qui n'est plus dans la rationalité, qui n'est plus dans le dialogue. Alors que je pense que l'écologie est vraiment très rationnelle. Elle est appuyée scientifiquement, que les actions qui sont menées sont toujours en lien avec un dialogue, en fait. Et que le dialogue est rompu jamais du côté des militants. Le dialogue est toujours rompu du côté des politiques et des décideurs. Je le vois sur toutes les luttes. Vraiment, c'est juste impossible d'avoir un rendez-vous avec l'élu de la région, avec machin. Donc en fait, voilà. Et derrière, je trouve aussi que qualifier le militantisme écolo de radical, c'est autoriser derrière sa criminalisation, sa mise au banc. C'est en dehors de la République, finalement, ce truc-là. Je pense que, voilà, des fois, je m'inscris dans une histoire un peu plus longue. Je me dis, 2100, est-ce qu'on regardera ce qui est fait aujourd'hui en France, notamment, tu vois, par les soulèvements de la Terre, qui sont qualifiés de radicaux, et on se dira, oh là là, ils sont vraiment allés trop loin. Hein. Ben, je pense pas du tout qu'on se dira ça. Du coup, si je comprends bien, tu rejettes quand même en bloc les accusations qui sont faites au militantisme écologiste de fermer la porte du débat, d'être que dans la conflictualité, de vouloir imposer des choses par la force. C'est pas du tout ça. Quand le débat, quand la discussion est fermée, elle est jamais fermée du côté des militants, elle est fermée du côté des puissances actives. Mais oui, parce que, je veux dire, il n'y a aucun militant qui croit que son action va permettre de remporter la victoire seul. Personne dans le collectif non méga-bassine pense que c'est l'occupation de telle méga-bassine qui va faire que les 50 projets de méga-bassine en France sont abandonnés. Je veux dire, c'est absurde de penser ça. On sait très bien qu'il faut prendre des décisions qui sont à un autre niveau, qui sont au niveau des politiques, qui sont au niveau des acteurs économiques. C'est eux qui ont le pouvoir de décision. Et du coup, forcément, on fait pas ça pour rien. Et donc, comme on fait pas ça pour rien, eh ben, on est tout le temps dans une quête de dialogue, dans une quête de négociation, pour obtenir une autre voie. Je prends le nom qu'a employé le collectif contre la 69. Ils ont carrément développé en fait une alternative au déplacement dans cette région du Tarn. Et c'est ça aussi que je vois. Sur tous les collectifs en lutte, sur toutes les luttes qui sont menées, il y a toujours un projet alternatif. On est toujours en train de proposer quelque chose. On n'est jamais simplement à s'opposer. Maintenant, moi je trouve ça aussi légitime de simplement s'opposer, de dire en fait, cette zone humide, elle vaut la peine pour ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a rien besoin de dire de plus en fait. Eh ben, merci beaucoup Vincent. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin pour conclure tout ça peut-être ? Comme je suis sur la radio Frapna, j'ai envie de dire, si les gens ne le savent pas, que je fais un film documentaire long format qui va justement essayer de mêler en fait le chemin que j'ai parcouru depuis 2 ans et demi dans le naturalisme. J'ai filmé énormément d'animaux et notamment à côté de chez moi. En fait, j'ai appris à pister à côté de chez moi. Et dans le même temps, j'ai mené plein de luttes. Et du coup, j'ai envie de faire ce film qui va allier vraiment l'horrible et le merveilleux, les luttes qu'on mène pour la protection des habitats et les habitants qui y vivent. Et donc, c'est un film qui sortira en 2025, au plus tôt fin 2024, mais probablement en 2025. Oui, donc très prochainement. Et bon, on l'attend avec impatience. Merci beaucoup encore une fois Vincent, et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique du Hérisson. À bientôt.